Et le protocole qu'on a proposé, c'est de faire marcher des tétraplégiques cervicaux, c'est-à-dire des gens qui ont une lésion traumatique de la moelle épinière, qui ne bougent pas les 4 membres, et on veut leur donner une neuroprothèse qui permet de les faire marcher. Vous me direz, bon, il y a des tas de choses qui existent, il y a des chaises à roulettes, etc. Ce qu'on veut faire, c'est qu'elles soient pilotées par le cerveau du malade et que ça soit une restauration d'une neuroprothèse externe. Donc voilà, en gros, ça tient au fait qu'une tétraplégie, par définition, c'est un trouble du mouvement, puisque ça ne bouge plus. Ce qui est important, c'est que le cerveau continue à fonctionner normalement. Lui, ça ne l'intéresse pas vraiment de savoir s'il donne des ordres qui sont exécutés ou pas. Donc, ça veut dire que quand un tétraplégique dit « je veux bouger ma jambe », bien évidemment, il ne peut pas bouger sa jambe, mais son cerveau, lui, envoie un ordre « bouge la jambe ». Et c'est cet ordre-là que nous, on peut récupérer. Et pour ça, il faut fabriquer un implant, que vous voyez, je vais vous le remontrer, qui est un implant intracrânien, mais pas intracérébral. On découpe une rondelle de 5 cm, on met un implant de 5 cm contre la dure mère, il enregistre le cortex qui est sous la dure mère, on ferme la peau, et puis on peut ensuite travailler. Alors, l'objectif final, il est sous la forme de ce dessin animé. Vous voyez déjà l'exosquelette, je vais vous le remontrer. Quand le malade est dedans, il va être entraîné pour se lever, donc il va donner des ordres, et à ce moment-là, les moteurs de l'exosquelette vont le lever, et ensuite le faire marcher et utiliser ses bras. Donc pour ça, comme je disais, heureusement, le cerveau continue à envoyer des activités, même s'il n'a pas en périphérie d'organes, de muscles en particulier qui vont répondre. C'est un vrai problème, c'est pas pour quelques personnes. Il y a 1200 nouveaux traumas médulaires par an en France. 39% sont tétraplégiques, et parmi eux, 21, c'est-à-dire 1 sur 5 de ces 1200 sont tétraplégiques complets. Et quand ils sont tétraplégiques complets, ils sont tétraplégiques pour la vie. Et en plus, c'est en général des gens entre 15 en vélo et 30, 40 en voiture ou au ski à Grenoble en particulier. Donc c'est un véritable problème de société. On a développé, c'est tout l'intérêt là de ce que disait Thierry, Clinatec, mais des médecins, des chirurgiens, des technologues, et cet implant est quelque chose qui a été construit à Grenoble, et vous voyez qu'il a une matrice de 64 électrodes dessous, une antenne qui lui permet de recevoir l'énergie par radio, il n'y a pas de fil à travers la peau, c'est un système totalement implanté, permanent, et qu'on va mettre dans cette situation-là, dans le trou, et il va capter les activités sur le cerveau dessous, et il faut en mettre 2, un de chaque côté. Vous allez me dire, faire un trou de 5 cm, c'est quand même gros. Oui, d'abord il faut de la place pour mettre toute l'électronique, parce que l'implant il est bourré d'électronique, mais aussi il faut que ça couvre la zone du cerveau qui émet, et puis c'est pas si compliqué que ça, j'en ai un, moi, pas d'implant, j'ai un trou de 5 cm, je me suis cogné la tête, j'ai eu un hématome sous-dural chronique qu'on m'a opéré en me faisant une rondelle de 5 cm, c'est de là que je me suis dit après tout c'est rien du tout, pourquoi on ne proposerait pas un implant de 5 cm? Et puis on m'a vidé mon hématome, on m'a remis, vous voyez que je me débrouille encore à peu près bien, c'était il y a 15 ans de ça, donc sur cette base-là, c'est pour montrer aussi, si vous voulez, que dans un centre comme Clinatec, il y a une étroite collaboration. C'est pas une idée qui vient, un type qui la prend, on fabrique quelque chose, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Depuis le début, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On met des électrodes en profondeur? Non, c'est invasif. Donc on va les mettre en dehors. Lesquels? On va les mettre contre la dure mère. Comment? On va faire un trou et un implant. Et quelle taille? 5 cm, c'est pas mal, ça pourrait suffire. Donc, ensuite, on a fait la preuve de concept, ça c'est chez le rat, je ne veux pas rentrer dans les détails,
On a mis au point des logiciels, on a une équipe de mathématiciens, comme par hasard c'est un Ukrainien et une Russe, qui sont très très bons et qui ont mis au point des protocoles logiciels d'analyse de l'EEG, parce que c'est l'EEG qu'on enregistre, pour en sortir les éléments marquants qui font que quand on détecte cet élément, ça signifie qu'il faut lever le bras ou bouger le pied, etc. Et c'est d'énormes quantités de données. On a fait ça chez le rat, on a commencé chez le rat. Vous voyez ici le rat qui est équipé comme ça, il est dans une cage, il appuie sur une pédale en orange ici, et quand ça marche, il reçoit un petit bout de fromage. Et pendant l'entraînement, il va venir chercher du fromage régulièrement, on enregistre son EEG, les mathématiciens traitent tout ça, ils construisent un modèle qui ensuite fait qu'on n'a même plus besoin, et les rats quand ils sont bien entraînés, il n'y a même plus besoin de la pédale, il dit je veux du fromage, paf, le système donne du fromage parce qu'on a détecté sur l'EEG les éléments significatifs qui correspondaient à ça. On fait la même chose avec des singes qui appuient sur une pédale et qui ont du jus d'orange. Donc on démontre qu'on peut détecter comme ça sur le cerveau des activités qui correspondent à des mouvements qu'on veut réaliser. Et bon, là, et ensuite, quand on fait des expériences plus compliquées, on peut, dans ce mouvement, là, le singe, il appuie sur la tige que présente Thomas Costecal, et on capture le mouvement du bras avec des caméras, et voilà la reconstruction de ces mouvements répétés. On enregistre avec l'équivalent de l'implant qu'on utilisera chez l'homme, et qui envoie par radio à la station qui va analyser les EEG, et à partir de ça, on reconstruit les 3 coordonnées de l'espace X, Y, Z, et en enregistrant ça, je peux reconstruire après le mouvement du malade, et quand il veut faire ce mouvement-là, son cerveau émet des ondes qu'on récupère, qu'on traite avec ces logiciels, et c'est des logiciels très performants puisque on digitalise à 1000 Hz, donc on a 64 voix, 2 fois 128, ça veut dire que chaque seconde il y a 128 000 impulsions qui sont envoyées et traitées, et il faut que le résultat ne vienne pas la semaine prochaine par FedEx, il faut qu'il soit dans les 350 millisecondes, parce que quand je décide de lever le bras, entre le moment où je le décide et le moment où je fais ce moment-là, il y a 350 millisecondes. Donc ça, c'est compatible par définition avec une activité normale. Si c'était 600 ou 700 millisecondes, il y aurait un délai qui ferait que c'est plus jouable. Donc ils avaient ça aussi, résoudre le problème en 350 millisecondes pour 128 000 points par seconde. Eh bien, ils y sont arrivés et ça marche. Donc là, si vous voulez, on mesure l'enregistrement du bras, comme je l'ai montré, et puis son activité électroencéphalographique, et on répercute ça sur les bras du robot, et on voit que le mouvement qui a été fait ou le mouvement qui a été reconstruit par l'analyse permet de piloter le bras du robot de façon équivalente. Donc c'est la démonstration que ça marche. Donc pour appliquer, il fallait construire un robot, le voilà. Alors il est pendu au plafond actuellement, il n'a pas encore d'équilibre. Ça, c'est pas un cintre, c'est son support de sécurité. Le malade est installé là-dedans, c'est une espèce d'armure moyenâgeuse. Vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Il est strappé dedans. Le robot pèse à peu près 70 kg, mais c'est pas un problème pour le malade parce que le malade n'a pas à porter le robot. C'est le robot qui porte le malade qui lui fait à peu près 70 kg. Et ça, c'est l'implant que je vous ai montré. Donc, on met un malade, on lui met son implant, on analyse les choses et on pilote le cerveau. Et c'est ça que j'ai pas la possibilité de vous montrer parce que c'est en cours de préparation pour publication.